Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Le thème du jour est l'expérimentation dans l'art avec le duo d'artistes Marie et Marion. Bonjour Marie, bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. On est heureuse d'être là. Donc d'abord, on en parlait juste avant, vous avez expérimenté dans le vitrail pour une expo qui va se tenir ici à Talk CEC dans quelques mois, l'expo Mer et Océan. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de travailler avec du sel, c'est bien ça ? Ça coordonnait très bien avec notre sujet en fait. C'était le motif de notre rencontre aussi avec Talk CEC, c'est que on s'est dit on travaille le sel, c'est sur la mer et les océans, donc ça fonctionne assez bien. Ok, donc en fait, vous avez entendu parler de l'exposition et vous êtes dit, on doit y être absolument, quoi. C'est ça. On a envoyé un message à Clarissa et on n'avait qu'une seule hâte, c'était de se revoir, de se rencontrer pour échanger autour d'un potentiel projet. Donc ensuite, on a visité le lieu et on a été très séduite par une pièce. Une salle avec une tapisserie victorienne, avec des fleurs, une petite salle assez intimiste dans laquelle on a trouvé des arches, des portes et une véritable carte blanche pour apporter de la lumière via l'utilisation de vitraux. Donc on s'est dit qu'avec le thème mer et océan, rien de mieux que de réaliser des vitraux en sel, tout en étant à Bruxelles, donc en s'inspirant de l'ADN de la ville, donc en réalisant des vitraux d'inspiration Art Nouveau en sel. Vous êtes des spécialistes de l'expérimentation et peut-être qu'on peut un peu retourner à la genèse de comment vous avez commencé à expérimenter, quel était le point de départ de déjà votre duo et de votre envie d'expérimenter dans l'art. Alors, moi, je suis designer artisanal, donc j'ai fondé le studio Marie Roland en 2020. Donc, c'est un studio de recherche et d'expérimentation autour de nouveaux matériaux pour créer des objets, du mobilier. Donc, un studio de création basé à Paris. Et l'idée, c'est de mettre en avant des savoir-faire, des matières premières qui font la richesse de tous nos territoires, tout en développant de nouvelles singularités autour du travail de nouveaux matériaux, de nouvelles approches autour des savoir-faire français. Et à partir de ça, je vais créer des objets, du mobilier, donc seul ou justement en collaboration avec d'autres artisans. Donc j'insiste sur le mot collaboration, c'est surtout pas une sous-traitance où je vais dessiner, c'est l'artisan qui va réaliser. L'idée en fait, ça va être de collaborer avec ces artisans pour mettre en avant les deux savoir-faire et grâce à l'expérimentation, permettre de développer de nouvelles choses. Ok. Donc tout ça, ça a commencé autour de la Camargue, donc ma région d'origine, où j'ai décidé de mettre en avant le sel, les roseaux de Camargue, des savoir-faire dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, comme le métier de seigneur. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de mettre en avant ces matières sous différents angles, comme par exemple l'utilisation du sel dans le monde du vitrail. Ok. Et c'est là que j'interviens. Voilà. Moi, je suis vitrailliste, donc plutôt artiste verrière. J'ai décidé de me diriger plutôt vers l'art en questionnant le vitrail et la matière du verre en particulier, où c'est la lumière en fait qui m'intéresse le plus et le verre est le transmetteur pour la sublimer. Et c'est vraiment parti de mon observation. Je viens de Nancy, il y a de l'art nouveau partout, des vitraux partout, beaucoup de vitraux aussi dans les églises. Et c'était vraiment à chaque fois un stop, une contemplation de ces lumières, comment elles traversent le vitrail, comment elles se retrouvent aussi avec les ombres portées. Donc ma démarche se base vraiment sur les lumières de la journée, essayer de les sublimer, de les rendre visibles et perceptibles pour qu'on arrive à vivre avec elles. Et aussi, ça nous permet de nous recentrer sur la notion du temps. Donc à travers le vitrail, je vais vraiment essayer de reprendre ces principes-là et de sortir du vitrail traditionnel en le montant beaucoup plus en volume, en insérant des nouveaux matériaux aussi, comme cette collaboration avec Marie. Voilà, du coup, on peut en parler maintenant de cette collaboration. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez élaboré ce projet ou ces projets ? Ouais, on s'est rencontrés quand on était encore étudiante. Donc Marion était à l'école l'ENSAMA Olivier de Serres et moi à l'école Boulle. Et l'Institut national des métiers d'art et le Musée des arts et métiers ont décidé de monter une exposition pour mettre en avant les 4 écoles d'art parisiennes.
Et nous, ensemble, on a discuté et on s'est interrogé autour des futures en transmission et comment les réinterpréter au sein de notre métier, comment faire évoluer nos pratiques et surtout comment les pratiques vont évoluer dans le temps. Parce qu'on est sur une nouvelle génération d'artisans, on est sur une nouvelle génération de designers. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et après, c'est à nous de s'inscrire avec notre singularité dans ces courants. Et donc, ensemble, on a expérimenté le travail du vitrail avec l'utilisation de nouveaux matériaux. Donc, Marion m'a transmis son savoir-faire et m'a permis de découvrir vraiment ce monde du verre, du vitrail, des assemblages au plomb, au cuivre, voilà, toutes les choses traditionnelles. Et moi, je suis arrivée avec une nouvelle matière première, donc des granulats de pneumatique. Et ensemble, on a expérimenté sur la suppression des plombs dans les vitraux pour réaliser des vitraux flexibles grâce à l'utilisation des granulats de pneumatique. C'était vraiment un point de départ autour de l'expérimentation. Donc, il y a encore beaucoup de choses à développer sur ce sujet. Totalement, ouais. beaucoup. On n'y est pas encore. Et voilà, ça a permis de créer cette rencontre. Et quelques années plus tard, du coup, j'ai recontacté Marion pendant mon tour de France, quand je me suis attachée aux vues du ciel qu'on peut retrouver dans les salins du Midi d'Aigues-Mortes. Donc, c'est des eaux rosées, géométriques, qui, durant la saison estivale, sont vraiment teintées de 1000 nuances de rose. Et je me suis dit que ça pouvait être très, très intéressant de les mettre en lumière. Et là, cette collaboration avec Marion a été une évidence. Totalement. Et puis, quand c'est arrivé avec cette nouvelle matière, on retrouve vraiment la plasticité du verre avec cette transparence, avec cette prise de lumière qui est intéressante. Mais on retrouve pas ces textures dans le verre. On n'a pas ces volumes, on n'a pas le verre. On peut avoir le thermoformage qui va nous donner des effets de matière, mais on va pas avoir vraiment ces bas-reliefs qu'on arrive à retrouver avec le sel. Et ça, c'est vraiment un côté assez innovant qui me plaît beaucoup. Ouais, parce que là, c'est vraiment une nouvelle matière qu'on a développée. Donc, c'est quelque chose d'innovant et de surprenant dans le monde du vitrail. Donc, on est sur des parties qui sont réalisées en résine biosourcée. Donc, c'est une résine la plus naturelle possible qu'on puisse trouver dans le marché de l'époxy, associée avec du sel de Camargue. Donc, différentes granulométries de sel qu'on vient teinter en fonction des couleurs que l'on souhaite avoir. Et après, c'est une succession de coulages qui va permettre d'avoir tous ces reliefs et ces volumes qui font vraiment la singularité de la pièce. Ouais, et toutes ces matières-là, en fait, quand on a été dans les salins, on les a observées. Il y a à peu près 5 matières avant d'arriver jusqu'à la fleur de sel. Et c'est toutes ces étapes de cristallisation du sel qu'on va pouvoir retrouver aussi dans nos pièces. Si c'est vraiment le sel qui est pris dans la résine, donc ça va être ces petites particules qui sont en train de se former, jusqu'à ces cristaux de sel qu'on retrouve vraiment en surface de nos vitraux. Ah ouais, c'est top. Et comment vous vous êtes dit, ok, ça va marcher si je mets un peu de cette résine avec un peu de ce sel à tel pourcentage, à telle chaleur, j'en sais rien. Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement au produit d'aujourd'hui, quoi? Alors là, c'est surtout des mois et des mois de recherche, d'expérimentation. Donc moi, je travaille vraiment comme dans un laboratoire de recherche. Donc, j'ai des éprouvettes, des balances, des béchères. Et je vais venir faire mes mélanges, des dizaines et voire des centaines d'expérimentations avant même de trouver la bonne. Et après, l'idée, c'est de la faire évoluer dans le temps pour voir comment est-ce que ça réagit. Bien sûr. Parce que c'est pas tout de faire des matières nouvelles. Donc, il va falloir les challenger par rapport au climat, à l'environnement. Au froid, l'humidité. Donc, par exemple, pendant 1 an, je me suis retrouvée dans ma baignoire avec des échantillons de béton de sel, de sel résiné, de sel cristallisé pour voir comment dans le temps ça pouvait réagir. Et une fois que ces matières ont été bien stables, que je les avais assez bien étudiées pour en faire quelque chose, c'est là où je me suis dit, bon, bah allez, il faut les mettre en lumière, il faut les mettre en valeur surtout et leur donner une nouvelle identité. Donc, l'idée des vitraux, soyons honnêtes, je t'en ai jamais vraiment parlé, mais je l'ai depuis 2017 en tête. Il fallait juste qu'on arrive à la bonne matière. Arriver, trouver les bonnes matières et après, c'est parti. Et en fait, pour le savoir-faire du vitrail, ça a été assez intuitif, vu qu'on est sous forme de plaque. C'est comme si on mettait une plaque de verre. Après, on a eu quand même quelques petits réglages pour arriver à la taille parfaite, l'épaisseur, la résistance. Mais aujourd'hui, oui, ça va de plus en plus vite et on arrive à faire des vitraux qui approchent de la perfection bientôt. Approche de la perfection. Attention. C'est bon. Ouais. Techniquement, en tout cas. Après, l'esthétique, on pourra la faire évoluer encore et encore pour aller vers plein d'inspirations différentes. Et comment est-ce que vous allez l'appeler? C'est un nom spécial ou... Ça s'appelle À fleur de sel. Ok.
J'adore. Ouais. Est-ce que pour vous, en tant qu'artiste et artisan, est-ce que c'est important pour vous d'expérimenter? Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de trouver une autre méthode ou une autre technique pour votre art, pour vous exprimer? Quand on est des artisans, pour moi, on est un peu des savants fous, en fait. On doit réussir à... L'erreur aussi fait partie du processus pour trouver ces pépites comme ça. C'est la sérendipité, c'est de se dire, OK, à partir de toutes ces expérimentations, je pourrais pas toutes les garder. Elles seront pas toutes bonnes. Mais par contre, il y aura au moins une qui sera réussie et qu'il faudra pousser. Et c'est là, justement, je pense que c'est aussi comme ça que tu fonctionnes, où on arrive à trouver des nouvelles matières, des nouvelles esthétiques. Dans le vitrail... on est finalement assez libre dans le verre, mais on va pas pouvoir arriver à des rendus comme celui que Marie a proposé avec cette matière-là. Ouais. Et c'est surtout très important de proposer de nouvelles choses autour de nos métiers. C'est ce qui va les faire évoluer. Mmh. Donc toujours en s'inspirant de la tradition, l'idée c'est de tendre le maximum vers l'innovation. Et ça passe par la recherche de nouveaux matériaux, par l'expérimentation, par la création de nouvelles méthodes, l'utilisation aussi du numérique. Enfin, vraiment, c'est des connexions de tout ça qui vont permettre de faire évoluer nos métiers pour les inscrire dans notre futur. Ouais, c'est ça. Oui, et de les faire reconnaître aussi, qu'ils puissent prendre une vraie place dans le domaine de la création. Mmh. Donc ici, c'est la première fois que vous travaillez avec ce verre, ou vous aviez déjà, toi par exemple, de ton côté, Marie, tu avais déjà expérimenté avec du sel et tu avais déjà essayé de produire des vitraux de ton côté, ou inversement, Marion, tu avais déjà essayé une autre technique de verre, une autre technique avant de faire la fleur de sel? Dans un premier temps, en fait, j'avais surtout réalisé des objets et du mobilier en sel. Donc, par exemple, des consoles, des lampes, des miroirs, avant de réaliser les vitraux. Et pour les vitraux, en fait, ça a été vraiment notre rencontre. Ouais. Parce que je n'ai pas essayé d'emprunter le savoir-faire d'un artiste verrier, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. Ouais. Il faut vraiment comprendre l'essence des gestes. Et donc voilà, on a commencé à développer ça en 2021. Début d'année 2021, on a expérimenté pendant quelques mois avant d'arriver à ce résultat. Donc avec des premières expérimentations autour des vues du ciel qu'on peut trouver dans les salles Indeg-Morts. Donc c'était vraiment le point de départ de la collaboration. Et maintenant, on tend vers d'autres esthétiques, d'autres gammes colorées également, d'autres montages. Donc maintenant, on peut faire de la 3 dimensions, on peut faire des lampes, on peut faire des miroirs. Enfin, vraiment, il y a un panel de possibilités infinies qui nous attend. Totalement. Et pour ma part, non, j'étais restée beaucoup dans le verre parce qu'il y a quand même un panel assez énorme de choses à faire avec le verre et plein de techniques que je ne connais pas encore. Mais de plus en plus, on voit que des gens s'intéressent à la technique du vitrail dans le montage, dans le sertissage, pour insérer des nouvelles matières qui sont plus classiques, on va dire. On peut en retrouver avec la porcelaine, etc. Mais c'est vrai que de créer sa propre matière pour l'insérer, ça, c'est quand même quelque chose... C'est quelque chose de magique. Ouais, c'est magique. Excellent. Et alors, j'ai l'impression que vous focalisez beaucoup sur le recyclage et le côté très naturel. Est-ce que c'est un point qui vraiment vous tient à cœur, ou c'est juste le hasard que voilà, vous avez travaillé avec ces matières-là pour le moment et peut-être que ce sera autre chose du plastique plus tard? Pour moi, c'est comme une évidence qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer outre le travail de matière éco-sourcée, éco-responsable. Donc, je ne dirais jamais que je fais de l'éco-conception, parce que pour moi, il n'y a pas besoin de le marquer. Ça paraît être normal en 2022 de réaliser des pièces en ayant ça en tête. Mais voilà, l'idée, c'est de faire toujours attention à utiliser des matières un maximum naturelles. Donc là, par exemple, le sel... il est associé avec une résine époxy réalisée à partir de 85% de plantes et de carbone vert. Donc voilà, pour ne pas tuer le côté naturel du sel, l'idée c'est de trouver un équilibre avec les matières qui vont permettre de le lier pour qu'elle soit aussi un maximum responsable, pour avoir un circuit aussi vertueux de la matière. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous faites attention, quoi. Ouais. Oui, et puis en tant qu'artisan, évidemment, aujourd'hui, on affiche qu'on va être dans l'éco-conception, etc. Mais un artisan, en fait, il fait forcément attention à sa matière. C'est des matières qui valent cher, c'est des matières qu'on apprend à respecter, qu'on apprend à travailler. Donc, on va pas se dire « Ah, c'est pas grave, je perds cette matière-là ». Non, on va vraiment la respecter, essayer d'utiliser le maximum. Et par exemple, des chutes de verre, ça se refond.
Donc, c'est pas non plus à l'infini qu'on peut réutiliser nos matières, mais je pense que c'est aussi le propre d'un artisan d'avoir cette conception-là. Et là, ce qui est intéressant avec le sel, c'est que c'est une matière qu'on n'exploite pas. On utilise un infime pourcentage de la capacité de production annuelle mondiale, alors que ça se renouvelle à l'infini. Et comme on en consomme de moins en moins au niveau du sel de table, du sel de déneigement, il y a des possibilités pour faire autre chose. Donc, autant saisir ces opportunités pour créer de nouvelles choses. Et comme tu dis, effectivement, du sel, a priori, il y en a encore pour très longtemps. Là. Exactement. Mais du coup, qui dit sel, dit aussi peut-être l'aspect corrosif, l'aspect... oui, c'est ça. Il y a des propriétés du sel qui ne vont pas bien s'allier avec des métaux, qui ne vont pas bien s'allier avec, je ne sais pas, de l'eau, j'en sais rien, avec des choses. Mais dans ce cas-ci, c'est ça justement, tu as expérimenté pour t'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec les résines que tu utilises. Voilà, l'idée, en fait, c'est de pérenniser la matière. Donc, de faire en sorte qu'elle évolue dans le temps, mais vraiment que légèrement, qu'en surface. Donc, comme ça n'altère pas les résistances et les propriétés du vitrail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va jouer avec les autres éléments. Donc, le vitrail est monté au plomb et dans le temps, le plomb, il va blanchir, se cristalliser avec des petites traces blanches pailletées qui vont apparaître. Et ça, c'est l'effet du sel avec la proximité du métal. Donc, le vitrail reste vivant en plus. Voilà. Donc, il va évoluer dans le temps. C'est ça. Voilà, il va se cristalliser un petit peu plus. La résine va se mettre à briller dans le temps sans que ça n'altère l'esthétique du vitrail. Donc, vous allez faire des photos tous les 5 ans pour montrer l'évolution. C'est ça, montrer l'évolution. Ouais, c'est le côté, l'objet se patine en fait. Ouais. Un objet qu'on utilise tous les jours, il va se patiner avec notre utilisation, mais là, c'est le sel qui va venir au fur et à mesure le transformer, le faire évoluer sans altérer sa résistance, mais on va avoir un nouveau graphisme de sel qui va se cristalliser un peu partout. C'est ça, c'est comme du bois, ça va vivre et ça va raconter son histoire au fur et à mesure de notre propre histoire. Peut-être insister un peu plus sur les enjeux des collaborations artisan-designer. Ouais, notamment avec le fait, comme tu disais, que c'est pas de la sous-traitance. Ouais, ça c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup de designers qui fonctionnent comme ça. Ils vont sous-traiter auprès d'un artisan. L'artisan, il n'aura pas sa signature, il n'aura pas son mot à dire. Et ce sera vraiment l'artisan de l'ombre. C'est ça. Et c'est ça qui est dommage. Dans notre fonctionnement, par exemple, pour ici, tu as émis un premier dessin, j'ai retravaillé le dessin, ensuite tu l'as revu pour simplifier les lignes parce que je me suis emballée dans un truc art nouveau hyper compliqué à faire parce que je trouvais ça super cool. Mais honnêtement, ça aurait été en plus assez chargé et assez classique dans l'art nouveau. Donc là, on a dépassé aussi un petit peu en le gardant juste comme une inspiration. Et à partir de là, c'est vraiment justement les étapes. Marie fait les coulages, en même temps on est dans la coupe du verre. Donc c'est toujours une question, réponse, une solution, une couleur qui en apporte une autre. Donc c'est parce qu'on travaille ensemble qu'on arrive aussi à ce résultat-là. Ouais. Moi, je ressens beaucoup comme un cadavre exquis. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. On intervient chacune notre tour, mais tout en prenant soin de se consulter pour être d'accord, pour être vraiment sur la même longueur d'onde. Et nos dessins, ils évoluent quand même très rapidement comme ça. Et c'est là où ça devient intéressant. Il y a de nouveaux enjeux qui se créent. Alors, par exemple, si j'arrivais, mes dessins étaient prêts, mes coulages étaient prêts, Marion serait juste là pour assembler, il n'y aurait pas le même intérêt derrière. Et puis même au niveau des assemblages, pour bien que je puisse comprendre les enjeux de la matière, Marion m'a appris à monter les vitraux. On a monté des vitraux à 4 mains, ce qui permettait vraiment de comprendre l'ADN de la création d'un vitrail pour pouvoir pousser toujours plus loin les nouvelles créations. Oui, et puis on se fait des petits challenges techniques. Hein. Voilà. Nos lampes, on est encore dans le challenge technique. Donc, c'est important que Marie le comprenne et c'est important aussi qu'elle me challenge parfois avec des dessins complètement faux. Je dis, mais on va réussir à faire ça. Oui. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on va y arriver. Donc, ça fait vraiment évoluer nos pratiques. Ouais. Pour moi, c'était impensable de faire de la sous-traitance à ce niveau-là. J'ai rien que pour comprendre. Parce qu'une matière, c'est pas tout. Un designer, il va venir, il va dessiner une chaise. S'il n'a jamais mis un pied dans un atelier, s'il n'est pas confronté à tous les problèmes techniques derrière, la chaise ne sera pas réussie de la même façon. Non, bien sûr. Et pour le vitrail, c'est la même chose. Pour n'importe quel savoir-faire, c'est la même chose. Moi, j'ai la chance d'être formée aussi au métier d'art avant d'être designer. Donc, je suis menuisière en siège de formation, ce qui me permet de capter vraiment l'énergie des ateliers et de comprendre le fonctionnement de tout un savoir-faire, comment fonctionne un atelier. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est
c'est une évidence que les artisans et les designers doivent être mis sur un même pied d'égalité. Donc avec toujours une double signature, une répartition un maximum équitable aussi de la rémunération, du temps de travail. Voilà, ça va bien plus loin qu'une simple collaboration. Ouais. Et puis ici, c'était pas la première fois que vous travaillez ensemble, où vous saviez déjà qu'il y avait une bonne énergie, il y avait une bonne compréhension et respect de l'autre, quoi. Exactement. C'est ce qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et pour un duo, il faut toujours réussir à mettre aussi son ego et sa façon de penser de côté, parce qu'on sait exactement chacune notre façon de travailler, comment est-ce qu'on travaille, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser notre savoir-faire, et pour le mettre au service de l'autre. Et c'est ça qui va créer après des objets intéressants, qui va vraiment faire évoluer nos pratiques l'une et l'autre. Séparément que mutuellement. Il y a un côté challengeant aussi, je suppose, individuellement, parce que l'autre peut-être ne réalise pas que ce qu'elle demande est compliqué, mais d'un autre côté, peut-être que pousser cette réflexion finalement, est-ce que c'est si compliqué, est-ce que je peux pas le faire quand même, et ajuster peut-être quelque part au milieu, mais malgré tout se challenger pour atteindre un objectif impensable jusqu'à présent, c'est aussi intéressant. Je pense qu'on s'en pose, Il y a des montages où il y a des fois, je me suis dit, mais on va jamais y arriver. Au final, si, c'est fait. On a mis un bon nombre d'heures, mais c'est fait. Et il y a des fois, dans les dessins, Marie elle me dit, mais comment est-ce qu'on va faire un coulage comme ça qui va... Pour le coulage, ça va être une galère. Bah non, elle y arrive quand même. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de toujours se dire, OK, là, face à ça, on est désarmé, mais on va trouver des solutions. Au pire, on réajuste. Et justement, c'est toujours ce dialogue et cette écoute entre les deux qui va permettre d'aller bien plus loin et de toujours se dépasser. C'est pas on expérimente et après on se lance dans la fabrication. Finalement, toute une partie des fabrications sont encore de l'expérimentation et ça le sera toujours. Si on veut continuer à innover, à proposer de nouvelles choses, on va toujours être en train d'expérimenter et de faire évoluer notre démarche. Et c'est ça aussi qui nous stimule. Bien sûr. Top. Merci Marie, merci Marion. C'était super intéressant d'en apprendre plus déjà sur ce que vous faites, mais aussi sur les possibilités dans l'art et qu'en fait, il n'y aura jamais de limite. On pourra toujours expérimenter avec différentes matières, avec des croisements de techniques de styles. C'est très intéressant. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.